Ma famille a manqué ma remise de diplôme d'école professionnelle, ils ont dit qu'il était occupé. Mais ils sont tous allés à la cérémonie de maternelle de ma nièce. Je n'ai pas râlé. J'ai juste acheté un duplex. Ils l'ont découvert quand j'ai invité. Si vous m'aviez dit il y a 3 ans que je serais en train de pleurer seul sur la banquette arrière de mon propre camion, portant une toge et une toque qui sentaient le plastique et la déception, je vous aurais demandé comment vous connaissiez si bien ma vie. C'était censé être l'un des jours les plus fiers de ma vie. Après 2 ans et demi de sueur, de brûlure de soudure et d'apprentissage pour ne pas m'électrocuter, j'étais officiellement un électricien agréé. J'avais réussi mon école professionnelle, premier de ma classe en fait, et j'étais prêt à traverser cette scène, mes chaussures de sécurité grinçant sur le sol du gymnase. J'avais envoyé des invitations comme tout le monde. Ma mère, mon père, ma sœur, mon oncle Thierry, même mamie Jeanne, qui avait un jour qualifié ma carrière d'adorable, mais temporaire. Ils ont tous dit la même chose, sous diverses formes, nous sommes si fiers de toi, chérie, mais nous ne pourrons peut-être pas venir. Les choses sont vraiment compliquées en ce moment, n'est-ce pas? Compliquées fin mai, pendant une semaine avec un temps parfait et pas de jour férié. Bien sûr, mais j'ai balayé ça d'un revers de main. J'ai toujours été l'accomplisseur silencieux de la famille. Le réparateur, l'aide, celui qui refait l'électricité du sous-sol pendant que mon cousin reçoit une ovation pour avoir fait des œufs mimosa. Alors, j'ai imaginé qu'il me ferait une surprise, qu'il viendrait quand même. J'ai même gardé des places, 4, au premier rang. Quand mon nom a été appelé, je suis monté sur cette scène, souriant comme quelqu'un qui avait encore de l'espoir. J'ai regardé la foule, cherchant des visages familiers. Rien, juste une mer d'applaudissements polis et de bambins désintéressés jouant sur des iPads. J'ai reçu mon diplôme, serré la main de mon instructeur et me suis rassis. Le moment où ça m'a frappé, la seconde exacte, a été quand ils nous ont dit de lancer nos toques. Tout le monde autour de moi a crié et applaudi. J'ai hésité. Puis j'ai lancé la mienne aussi, et elle est retombée dans l'allée à côté d'une paire de sabots en plastique et d'un gobelet Starbucks vide. Poétique. Ensuite, mes camarades de classe étaient entourés de mamans avec des fleurs, de papas avec des caméras vidéo, de frères et sœurs faisant des danses TikTok. Je suis allé seul à mon camion, je suis monté sur le siège conducteur et j'ai fixé mon diplôme. Il était roulé et attaché avec un ruban rouge que la grand-mère de quelqu'un avait probablement proposé de boucler. Je l'ai déroulé lentement et l'ai lu comme si je ne savais pas déjà ce qu'il disait, Théo Jean Lefebvre, certificat en technologie électrique avec distinction. Puis je me suis assis en silence. Le genre de silence qui vous fait siffler les oreilles. Je n'ai même pas allumé la radio. Je suis juste resté là, en sueur dans ma toge, pendant que la climatisation cliquetait et qu'un ballon de remise de diplôme rebondissait tristement contre ma vitre passager. La vendeuse du coin des fêtes m'avait dit que le ballon durerait des jours. Il a à peine duré le trajet jusqu'à la maison. Je l'ai jeté à la poubelle en rentrant à mon appartement. Je n'ai envoyé de message à personne. Je n'ai rien posté. Je ne voulais pas de commentaires de pitié ou de messages, tu les auras la prochaine fois, de personnes qui pensent toujours que l'école professionnelle est là où on va quand on a raté sa vie. J'ai juste retiré ma toge, pris une longue douche et me suis fait un croque-monsieur avec beaucoup de fromage. Parce que si personne d'autre n'allait me célébrer, alors bon sang, je me célébrerai avec du lactose. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie, ouvert une bière fraîche et accroché mon diplôme au mur à côté de mon ancien diplôme du lycée, celui dont mes parents avaient fait tout un plat. J'avais obtenu mon diplôme du lycée avec des notes moyennes et un syndrome de l'imposteur féroce. Et ils avaient organisé un barbecue dans le jardin avec des t-shirts assortis et un diaporama. Cette fois, juste moi et la petite voix dans ma tête qui murmurait, tu l'as fait. 2 jours après la remise des diplômes, je parcourais Facebook en attendant que mon linge finisse de se froisser en un chaos plissé. Je ne cherchais rien en particulier, à moitié dans la lune, à moitié me demandant si quelqu'un avait posté quelque chose sur la remise de diplôme que j'avais déjà émotionnellement classé sous « événements qui n'ont jamais eu lieu ». C'est là que je l'ai vu. Un album photo intitulé « Notre petite diplômée ». Toque de diplômée. 2 cœurs. Si fier du grand jour de Léa. Léa, ma nièce de 5 ans, la fille de ma sœur Manon, la même Manon qui m'avait dit qu'elle était très occupée par le travail et tellement déçue de ne pas pouvoir venir à ma cérémonie d'école professionnelle. Elle était là, Léa, au centre, tenant un diplôme en carton pailleté avec un de ces sourires de maternelle qui pourrait alimenter une petite ville. Et autour d'elle.
toute ma famille, maman, papa, Manon, oncle Thierry, mamie Jeanne, même mon cousin Mathieu, qui avait dit un jour qu'il ne faisait pas les événements pour enfants parce qu'il sentait la colle et le regret. Ils étaient tous là, souriants, avec des t-shirts assortis sur lesquels était écrit « Promotion des Adorables 2036 ». Quelqu'un avait même apporté une putain d'arche de ballon. Il y avait 24 photos dans cet album. 24. Aucune d'elles ne me mettait en scène, évidemment, mais j'ai compté le nombre de fois où le mot « fier » était utilisé dans les légendes. 12. La moitié des légendes. L'une disait « si fier de notre futur leader ». Une autre « impossible de manquer ça pour rien au monde ». 2 cœurs, des paillettes. Oh, impossible de le manquer. Bizarre, parce que quand c'était mon tour de traverser la Seine après avoir câblé des panneaux de disjoncteurs modèles et passé un examen d'état éreintant avec une migraine, tout le monde avait soudain des problèmes de voiture, des rendez-vous chez le dentiste et des délais imprévus. J'ai regardé les photos longtemps. Trop longtemps. Vous savez, quand vous regardez quelque chose si longtemps que cela commence à perdre son sens. C'est arrivé quelque part autour de la photo de mamie Jeanne tenant une pancarte de maternelle et faisant une moue. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai juste fermé l'application, me suis assis par terre à côté de mon panier à linge et j'ai ri. Un de ces rires amers, comme un grain de pop-corn coincé entre les dents. Ce n'était pas que je ressentais de la rancœur envers Léa. Elle a 5 ans. Son plus grand stress dans la vie est de savoir si elle obtiendra le crayon à paillettes avant Étienne de la maternelle. Mais ma famille, elle a traité sa cérémonie de maternelle comme le mégala. Ils ont donné à ma remise de diplôme la même énergie que les gens donnent lorsqu'ils annulent des projets en prétendant que leur chat a eu une intoxication alimentaire. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas commenté le message. Je n'ai pas envoyé de message à Manon. Je savais ce qui se passerait. Elle répondrait « Oh mon Dieu, Théo, tu es ridicule. Léa a 5 ans. Bien sûr, nous devions y aller. Tu auras d'autres remises de diplôme, n'est-ce pas? Parce que tout le monde sait qu'on reçoit son diplôme d'école professionnelle tous les 2 week-ends. C'est comme le brunch, n'est-ce pas? J'ai pensé à les affronter. Puis j'ai pensé à qui cela servirait et la réponse était personne. Parce que ma famille n'allait pas se réveiller un jour en disant « Eh, peut-être avons-nous traité Théo comme la quête secondaire de la famille toute sa vie. » Il m'aurait juste traité de dramatique, d'hypersensible, d'amer. Alors je ne me suis pas plaint, je n'ai pas expliqué, je n'ai pas défendu ma valeur. Au lieu de cela, j'ai élaboré un nouveau plan. Si je ne devais pas être célébré, je construirais une vie qui n'aurait pas besoin de leurs applaudissements. S'ils pensaient que l'école professionnelle n'était qu'une chose que je faisais en attendant de trouver ma voie, alors j'allais leur montrer à quoi ressemblait vraiment trouver sa voie. Pas de t-shirts assortis, pas d'arche de ballon, pas d'album de famille avec des hashtags, juste du progrès, silencieux, déterminé, personnel. Alors j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne, les nommé Fonds Duplex. Puis je me suis mis au travail. Les gens pensent que l'école professionnelle est la fin du voyage. Qu'une fois certifié, on se réveille soudain avec une boîte à outils pleine d'argent et une liste de clients qui se remplit toute seule. Ouais. Non. J'ai commencé par le bas comme tout le monde. Salaire d'apprenti, longue journée, horaire bizarre. J'ai travaillé pour une petite entreprise familiale où les camions roulaient comme s'ils avaient un SSPT, et la moitié des emplois nécessitaient de ramper sous les maisons des gens en évitant des araignées de la taille d'un trauma émotionnel. Mais je ne me suis pas plaint. Pas une seule fois, parce que j'avais un but maintenant, un plan. J'ai nommé mon compte d'épargne, Fonds Duplex, non pas comme une blague, mais comme une promesse. Chaque vendredi, quand ma paie tombait, je transférais une grosse somme sur ce compte avant même de toucher au loyer, à l'épicerie ou au sachet occasionnel et très nécessaire de chips très épicés. Peu importe si c'était 50 € ou 300 €. Cet argent partait en premier, comme une horloge. Pendant que mes amis étaient dans des bars ou postaient des photos de vue sur les toits avec la légende « Ambiance vendredi », je mangeais des bols de riz au micro-ondes et regardais des vidéos YouTube sur les taxes foncières et la réparation des fondations. Au début, c'était triste. Puis c'est devenu puissant, car chaque euro économisé était un pas de plus vers le fait de ne jamais avoir à mendier le respect à nouveau. Mon camion était vieux. La climatisation fonctionnait environ 40% du temps et la portière côté conducteur grinçait comme une maison hantée. Mais je le gardais propre, réparais ce que je pouvais et montais la musique pour noyer le cliquetis. Parfois,
j'imaginais ce que ma famille pensait que je faisais. Probablement qu'ils supposaient que j'essayais encore de trouver ce que je voulais faire. Peut-être qu'ils pensaient que je vivais avec des colocataires dans un appartement en désordre avec une table basse faite d'une caisse de lait et une vague tristesse. La vérité, je vivais seul. Un petit studio, pas chic, mais propre. Je payais mes factures à temps. Mon frigo n'était pas plein, mais il n'était pas vide non plus. Je possède 3 vrais tournevis. C'est 3 de plus que mon père n'en a jamais eu. Ma mère envoyait de temps en temps un message, « J'espère que tu vas bien », généralement intercalé entre une photo de son brunch et une mise à jour sur Léa. Je répondais toujours de la même manière, « Ouais, je vais bien. Je travaille beaucoup. » Et c'était vrai. Je travaillais tout le temps. Au bout de 4 mois, j'ai commencé à prendre des petits boulots le week-end. Des petites choses, câbler des ventilateurs de plafond, changer des prises. Une fois, j'ai réparé l'interrupteur d'une dame âgée, et elle m'a payé en pain aux bananes et en carte Starbucks de 10 €. Je m'en fichais. Cet interrupteur fonctionnait à merveille, et le pain était délicieux. Le fond du plex a grandi lentement, parfois de quelques centimètres, parfois par surprise. Comme la semaine où j'ai reçu 200 € en espèces d'un homme qui a dit « Vous êtes la première personne à être arrivée à l'heure ». Au bout de 9 mois, j'avais juste assez sur le compte pour commencer à sérieusement parcourir les annonces sur Se Loger. Pas le genre de navigation de maison de rêve. Pas le genre de « laissez-moi épingler ça pour plus tard » sur Pinterest. Une vraie navigation. J'ai filtré pour les multifamiliaux à moins de 250 000 €. Quartier semi-correct. Ne ressemble pas à un décor de film d'horreur. Les 12 premiers étaient nuls. Sous-sol moisi, agencement bizarre. L'un avait des toilettes dans la cuisine. Pas à côté, dedans. Mais ensuite, je l'ai trouvé. Un duplex en briques peintes en beige, d'apparence fatiguée, à seulement 15 minutes de mon travail. Volet délavé, pelouse envahie, mais les fondations étaient là. 2 unités côte à côte, entrées séparées, garage, sous-sol. Et surtout, il était affiché à un prix juste assez bas pour me faire penser que je pourrais réellement y arriver. J'ai appelé l'agent, réservé une visite et me suis tenu dans l'allée 2 jours plus tard, avec mes chaussures de sécurité et un presse-papier à la main, comme si j'auditionnais pour une émission de rénovation immobilière intitulée « Légèrement stressé, modérément optimiste ». Ça sentait le moisi. La peinture s'écaillait. Les placards de cuisine sortaient tout droit de 1993. Mais en traversant cette maison, tout ce que je voyais, c'était du potentiel. Je n'ai pas dit à ma famille que je faisais une offre, je n'ai pas posté à ce sujet, je n'ai envoyé de message à personne, juste moi, mon compte d'épargne et une vision. Et quand l'offre a été acceptée, je me suis assis par terre dans mon appartement avec une bière, j'ai regardé l'email et j'ai murmuré, « Tu l'as fait, mec ». Pas d'applaudissements, pas d'arche de ballon, juste le silence et la paix. Le jour de la signature a semblé un rêve fiévreux enveloppé de paperasse. Je me suis présenté au bureau du notaire dans ma seule chemise décente, celle que je gardais habituellement pour les mariages et les plaintes auprès des compagnies d'électricité. Et j'ai essayé d'agir comme si signer une pile de documents légaux ne me donnait pas envie à la fois de vomir et de pleurer de joie. Le vendeur, un vieux grincheux nommé Gérard, m'a remis les clés comme s'il se débarrassait d'un enfant lourd. Il y a du travail, a-t-il dit. L'unité du haut sent l'oignon frit et la défaite. Mais c'est solide. On pourrait dire la même chose de moi, ai-je répondu. Il n'a pas ri, mais la réceptionniste l'a fait, et c'était suffisant pour maintenir ma confiance intacte. Quand je me suis garé devant mon duplex pour la première fois, je suis resté là pendant une bonne dizaine de minutes avant de sortir. Je l'ai juste fixé. La peinture était d'un jaune beige bizarre qui semblait avoir perdu un argument avec le temps, et la boîte aux lettres ne tenait que par une vis rouillée, mais c'était la mienne. 2 unités, un seul titre, 0 plan de secours. Je me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte lentement, comme si j'attendais que quelqu'un m'arrête. Aucune alarme n'a sonné. Personne n'a sauté en criant « Je plaisante ». Je suis entré. Les planchers grinçaient comme un mauvais présage. Les fenêtres n'avaient pas été nettoyées depuis le premier mandat du président Dupont. Et il y avait une famille entière d'araignées vivant dans le coin de la salle de bain comme si elle payait le loyer. Mais encore une fois, c'était à moi. La première nuit, j'ai campé dans l'unité du bas avec un sac de couchage, une pizza surgelée et une boîte à outils.
Il faisait 16 degrés Celsius à l'intérieur, et la seule lumière qui fonctionnait était dans le couloir, mais je m'en fichais. J'avais chaud d'une manière qui comptait. Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé tous les soirs après mon quart. Le travail électrique d'abord, évidemment. J'ai remplacé les anciens luminaires, refait le câblage des vieilles prises de cuisine et installé des éclairages de mouvement à l'extérieur pour que mes futurs locataires n'aient pas l'impression d'auditionner pour un documentaire sur le crime à chaque fois qu'ils rentraient chez eux. J'ai peint, rapiécé, calfeutré et juré. J'ai appris à caroler une crédence avec YouTube et une rage pure. J'ai sorti un canapé vintage de l'unité du haut à main nue et j'ai failli mourir quand il a essayé de m'entraîner avec lui dans les escaliers. J'ai presque cassé mon pied. Mais bon, ça forge le caractère. Pendant tout ce temps, je n'ai pas dit un mot à ma famille. Ni quand j'ai signé. Ni quand j'ai réparé le premier trou dans le placoplâtre. Ni même quand j'ai trouvé une enveloppe pleine de tickets de loterie des années 90 dans le grenier, étiqueté « Fonds de rêve ». Ne pas jeter, parce que c'était mon rêve maintenant. Et je n'étais pas intéressé par les commentaires de personnes qui ne prêtaient attention que quand il y avait du gâteau. J'ai pensé à leur dire, peut-être envoyer une photo de l'acte de propriété à maman ou laisser tomber la phrase « bien d'investissement » dans la discussion de groupe juste pour voir qui saliverait en premier. Mais ensuite, je me suis souvenu que personne n'avait eu le temps de venir à ma remise de diplôme. Qu'ils avaient tous fait des pancartes assorties pour le diplôme en pâte à macaroni de Léa et avaient eu le culot de le poster comme une publicité pour carte de vœux. Alors je n'ai rien dit. Au lieu de cela, j'ai travaillé. J'ai fait un tableur, listé les prix des loyers, interviewé des locataires, pris des appels de référence de co-signataires nerveux. J'ai même pratiqué en disant « nous ferons une vérification des antécédents » d'un ton qui disait « je possède des presse-papiers et des attentes ». Finalement, je les ai trouvés, Juliette et Nicolas, une enseignante et un mécanicien. Jeune couple, gentil, responsable et réellement excité de déménager dans un endroit qui ne sentait pas le désespoir. Nous avons signé le bail un mercredi. Ils ont emménagé un samedi. Je leur ai donné un panier de bienvenue avec des menus de restaurants locaux, une ventouse et un sachet de M&M's aux cacahuètes. C'est ce que j'aurais voulu. Ce soir-là, j'ai posté une seule photo sur Instagram. Moi, debout devant le duplex avec un pouce levé et la légende, heureux d'accueillir mes premiers locataires. La vie en duplex commence. C'était tout. Pas de tag, pas de drame, juste un fait simple. Mais apparemment, l'information a voyagé. Le lendemain matin, mon téléphone était en feu. Ça a commencé par une question de ma mère. Juste ça, un simple point d'interrogation envoyé par SMS à 6h48 du matin comme si j'avais accidentellement posté une photo de moi en train de commettre une fraude fiscale. Je n'ai pas répondu. À 7h15, la discussion de groupe familial était en vie pour la première fois depuis des semaines. Manon, attends. Tu as acheté un duplex? Depuis quand? Oncle Thierry, c'est ta maison. Je pensais que c'était une blague de Leboncoin. Maman, tu es sérieux, Théo? Mamie Jeanne, c'est sûr. Les duplex, c'est pour les films policiers. Manon encore, OMG, tu aurais dû nous le dire. Oui, comme j'aurais dû vous parler de ma remise de diplôme d'école professionnelle et de la façon dont j'ai traversé la scène au son des applaudissements des autres et sans aucun contact visuel de ma propre famille. J'ai laissé les messages s'accumuler. Maman en a envoyé un deuxième directement à moi, tu aurais dû dire quelque chose. Nous aurions pu aider. Celui-là m'a fait rire à haute voix au milieu du parking de Leroy Merlin, tenant un paquet de 3 bombes d'évier et un gallon de peinture résistante à la moisissure. Vous auriez pu aider comme vous avez aidé quand j'ai demandé si quelqu'un pouvait venir à ma remise de diplôme et que j'ai eu 12 variations de « s'y occuper » et « la prochaine fois ». Mais encore une fois, je n'ai pas répondu parce que quel était l'intérêt? Ma famille ne m'avait pas vraiment vu depuis des années. Pas vraiment. Pour eux, j'étais la choriste dans la grande comédie musicale qu'étaient les vies de Manon et Léa. Le gars qui réparait leurs lumières, aidait à déménager leurs meubles et recevait une tape sur la tête chaque fois qu'ils ne portaient pas de jean taché de graisse. Alors maintenant que je portais une cravate métaphorique et tenais un contrat de location, maintenant ils s'en souciaient. J'ai dit à Juliette et Nicolas d'ignorer toutes les voitures qui ralentissaient de manière suspecte devant. Je connaissais les tactiques de reconnaissance de ma famille. Elles n'étaient pas subtiles. Si Manon se présentait avec une tarte, cela signifiait qu'elle voulait des informations. Si maman envoyait une plante,
cela signifiait qu'elle essayait de planter des racines dans quelque chose qu'elle avait ignoré jusqu'à ce qu'il fleurisse. 3 jours après le poste, j'ai reçu l'appel inévitable de mon père. Et mon grand, a-t-il dit avec cette voix qu'il utilisait quand il voulait paraître décontracté mais qu'il auditionnait en fait pour un Oscar dans la catégorie du second rôle dans un rôle de père surpris. Et, ai-je répondu, c'est comme du plaque au plâtre. Alors ce truc de duplex, c'est vrai? Oui. Silence. Eh bien, c'est impressionnant. Je ne savais pas que tu cherchais. Je cherchais. Waouh. Et des locataires déjà? Oui. Une autre pause. On pouvait l'entendre réaliser que je n'avais pas besoin de son approbation. C'était presque musical. Nous devrions passer un jour. Tu sais, voir l'endroit. Célébrer. J'ai résisté à l'envie de pouffer. Au lieu de cela, j'ai dit, j'organise un petit barbecue ce week-end. Principalement des amis, des collègues, quelques copains d'école professionnelle. Je vous ferai savoir si j'ai besoin de chaises. D'accord, a-t-il dit comme si je venais de lui dire que j'avais rejoint une troupe de mimes itinérantes. Le barbecue n'était pas chic, juste quelques chaises de jardin, un grill emprunté et une playlist Spotify qui alternait entre du pop-punk des années 2000 et de la soul des années 80, parce que j'ai du goût. Juliette a apporté une salade de pommes de terre. Nicolas a apporté un haut-parleur Bluetooth et une vraie table. Dieu le bénisse. Nous avons mangé, ri et célébré une maison. Ma maison étant pleine de gens qui étaient venus parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils étaient obligés de prendre une photo de famille. Au milieu de la soirée, mon téléphone a vibré. Un autre message de Manon. Je viens de voir ta story. Ça a l'air sympa. Tu sais, nous serions venus si tu nous avais invités. J'ai regardé ce message longtemps. Puis finalement, j'ai répondu, tu as dit que tu étais occupé. 2 jours après avoir répondu à Manon, un SUV gris s'est arrêté dans l'allée du duplex pendant ma pause déjeuner. J'étais sur le porche, mangeant des restes de hamburger du barbecue, parcourant des forums de bricolage CVC comme l'homme au foyer moderne que j'étais apparemment devenu quand j'ai vu la voiture s'approcher lentement comme si elle avait peur de l'engagement. C'était ma mère, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, serrant son sac à main comme si la maison allait la cambrioler. Elle est sortie, a regardé autour d'elle avec un mélange de jugement et de confusion, puis m'a fait le genre de signe que les gens utilisent à l'épicerie quand ils prétendent qu'ils ne parlaient pas de vous dans l'allée 4. Et, mon chéri, a-t-elle gazouillé, marchant vers le porche comme si cela ne faisait pas des années qu'elle n'avait rien visité de ce que je possédais. J'étais dans le coin et j'ai pensé m'arrêter. Dans le coin, ai-je demandé, levant un sourcil. Cet endroit est à 40 minutes de ton studio de pilates. Elle a fait une pause. Eh bien, d'accord, j'ai vu ton post et ta sœur est bouleversée. Elle ne s'attendait pas à ce que tu sois si froid. Ah, oui. Froid. Le mot universel pour « ne nous a pas priorisé après que nous t'ayons dépriorisé ». Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis juste resté là sur le porche avec mon assiette en carton et mon hamburger comme si c'était un bouclier. Je ne comprends pas, a-t-elle continué. Pourquoi ne pas dire quelque chose? Nous aurions pu célébrer avec toi. Comme vous avez aidé avec ma remise de diplôme. Sa mâchoire s'est serrée. C'était un malentendu. C'était une habitude. Silence. Elle a regardé au-delà de moi par la fenêtre. Probablement les nouveaux sols stratifiés que j'avais installés de mes propres mains. Le contrat de location encadré au mur. La vie qui se construisait brique par brique sans elle. Je sais que nous avons fait des erreurs, Théo, a-t-elle dit doucement. Mais nous couper les ponts, c'est extrême. J'ai haussé les épaules. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec qui que ce soit. J'ai juste arrêté d'attendre que les gens se montrent. Elle a soupiré. Un long soupir théâtral qui méritait son propre éclairage scénique. Tu as changé, a-t-elle dit, pas très gentiment. Je devais le faire. Elle m'a fixé une seconde de plus, comme si elle essayait de retrouver son ancien reflet dans un miroir qui n'existait plus. Puis elle s'est retournée au SUV et est partie sans un mot. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de mamie Jeanne, ce qui était inattendu car la dernière fois qu'elle m'avait appelé, c'était pour dire que ma coupe de cheveux était trop libérale et raccrochée en plein milieu de la phrase. Elle a commencé par « Ta mère pleure ». Et Manon dit que tu es dramatique.
Était-ce dramatique quand aucun d'entre vous n'est venu à ma remise de diplôme, mais que vous portiez des tenues assorties pour Léa? Il y a eu une pause. C'était différent. Non, ça ne l'était pas. Plus de silence. Écoute, a-t-elle finalement dit, tu n'as pas tort de te sentir blessé. Mais la famille pardonne. Bien sûr, ai-je dit. Mais la famille se souvient aussi. J'ai raccroché après cela, poliment. Pas de cris, pas de téléphone claqué. Juste fini. Le lendemain, j'ai reçu un autre message. Cette fois-ci de Corentin, le mari de Manon. Un homme dont la plus grande réalisation dans la vie était d'avoir remporté la 2e place à un concours d'ailes de poulet épicé et qui avait un jour comparé ma carrière à celle d'un concierge chic. Et, mec, sans vouloir semer la discorde, mais c'est un peu mesquin pour une remise de diplôme. Allez, invite juste la famille. Laisse tomber. Je n'ai pas répondu parce qu'il ne s'agissait pas d'une seule remise de diplôme. Il s'agissait de chaque dîner manqué, de chaque célébration ignorée, de chaque fois que je réparais leur prise et que j'étais payé en « merci, champion », pendant que Daniel de la crèche de Léa recevait une carte cadeau de 500 € pour ses 3 ans. Et maintenant que j'avais quelque chose qu'il pouvait mettre dans un bulletin familial. Maintenant, il voulait en faire partie. Non. Je me suis versé une bière, j'ai mis de la musique et je me suis fait griller un autre hamburger, saignant, avec des cornichons et de la défiance. La lumière du Porsche a clignoté une fois, puis est restée allumée, tout comme moi. La discussion de groupe familial a implosé le lendemain matin. Cela a commencé par l'un de ces longs messages trop ponctués de ma mère. Le genre où chaque phrase donne l'impression d'essayer de gagner le prix du plus dramatique dans un groupe de mamans Facebook local. Maman, Théo, ce comportement n'est pas seulement blessant, il est choquant. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons, mais ce mur que tu as érigé est déchirant. Je ne peux pas dormir. Manon a pleuré. S'il te plaît, ne gâche pas ta famille pour un malentendu. Ce mot encore. Malentendu. Comme si j'avais mal entendu le silence quand personne n'avait répondu à mon invitation de remise de diplôme. Comme si j'avais mal lu le message sur les réseaux sociaux célébrant le diplôme en papier cartonné de Léa. Comme si j'avais mal compris les années où l'on m'avait dit que j'étais, si indépendant, code pour « ne vaut pas le même effort », chaque fois que je demandais de l'aide et recevais une tape dans le dos et un bon de réduction pour un fast-food à la place. Je n'ai pas répondu. Alors naturellement, Manon a sauté sur l'occasion. Manon, si tu vas punir toute la famille juste parce que tu n'as pas communiqué, c'est ta faute. Nous n'essayions pas de te blesser. Moi, enfin, vous n'aviez pas besoin d'essayer. Il suffisait de ne rien faire, Manon. Waouh. Dramatique, n'est-ce pas? Et c'est là que tout a basculé. Tout. Les années où j'avais mordu ma langue. Les réparations de bricolage ingrates. Les anniversaires où je recevais une carte et un « j'espère que tu vas bien » pendant que Manon recevait des dégustations de vin et des livraisons de ballons. Le récit constant que j'étais, bien, et, peu exigeant. Alors j'ai écrit un message. Pas long, pas fantaisiste, juste vrai. Moi, il ne s'agit pas d'une seule remise de diplôme. Il s'agit de chaque fois où je me suis présenté et où vous ne l'avez pas fait. Chaque fois où j'étais laide, le personnage secondaire, celui à qui on disait « tu es si fort » alors que ce dont j'avais besoin, c'était de soutien. Et maintenant que j'ai quelque chose à montrer, vous voulez soudainement en faire partie? Non, ça va. J'ai coupé le son de la discussion après cela. Je ne les ai pas bloqués. Juste réduit le bruit au silence. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable. Plus tard cette semaine-là, Juliette a apporté des brownies et nous les avons mangés sur le porche en regardant Nicolas essayer de faire reculer le camion de déménagement dans l'étroite allée comme s'il jouait à un Jenga émotionnel. J'ai entendu dire que ta mère était passée, a-t-elle dit doucement. Oui, ai-je dit. Elle a apporté de la culpabilité et des opinions. Elle n'est pas restée longtemps. Juliette a souri. Eh bien, si ça peut t'aider, tu as l'air plus léger. J'y ai réfléchi. Je me sentais plus léger. Pas parce que j'avais coupé les ponts avec des gens, mais parce que j'avais finalement arrêté de leur donner des ciseaux et d'appeler ça de l'amour. Le soir suivant, j'ai trouvé une enveloppe sur mon Porsche. Pas de nom, pas de timbre, juste une feuille de papier à l'intérieur. Nous essayons. Nous n'avions juste pas réalisé que nous devions le faire.
Amour, maman. Je l'ai fixé pendant 1 minute, puis je l'ai plié, posé sur le comptoir de la cuisine, et l'ai laissé là, à côté de la facture d'électricité et d'un menu de restaurant, car c'est laquelle appartenait maintenant, à l'arrière-plan. Pas au premier plan, pas urgente, juste là. L'ancien moi aurait répondu immédiatement. Aurait dit, c'est bon. Je comprends. Même quand je ne comprenais pas. Mais maintenant j'apprenais que le pardon ne signifiait pas nécessairement l'accès. Que grandir ressemblait parfois à dire, je t'aime, mais je ne te donne plus le micro. Plus tard cette semaine-là, Nicolas et moi avons enfin fait fonctionner le foyer extérieur. Nous avons fait griller des guimauves comme si nous avions 12 ans et nous nous sommes disputés pour savoir quel film des années 90 avait la meilleure bande-son. Et tandis que j'étais assis là, la fumée dans mon sweat à capuche et le chocolat sur mes doigts, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin d'une grande confrontation. Je n'avais pas besoin d'une fin de conte de fées ou d'une story Instagram parfaite. J'avais juste besoin de paix. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais construite moi-même. 1 mois après le barbecue, je suis rentré d'un long chantier où j'avais refait le câblage d'un ancien sous-sol d'église et j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et une écriture familière. À l'intérieur, une carte d'anniversaire de Manon. Elle disait, joyeux 25 ans. Tu nous manques. Pas de cadeau, pas de coup de fil, pas de mention du duplex. Juste cette seule ligne. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas rage ou jubilation. Je l'ai juste mise dans un tiroir à côté du vieux mètre ruban que grand-père m'avait laissé à son décès. Celui avec les taches de peinture et les chiffres effacés qui fonctionnaient toujours très bien. Parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être tapées à accent grave-l'œil pour être utiles. Ce week-end-là, j'ai invité quelques amis. Juliette a apporté des biscuits, Nicolas a encore fait des grillades, et quelques nouveaux voisins sont passés avec des bougies de pendaison de crémaillère et des histoires sur leurs chiens bruyants. Nous avons ri, échangé des histoires et écouté de la musique terrible sur le haut-parleur Bluetooth fissuré de quelqu'un. À un moment donné, quelqu'un a demandé, où est ta famille ce soir? J'ai souri. Occupé, ai-je dit. Puis je suis retourné à l'intérieur. Ma maison, mes clés, mes murs, ma vie. Et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression d'avoir à l'expliquer. Cela semblait juste.